Un sol lisse et plat, c'est pas mal du tout même. Mais comme vous pouvez voir, ici c'est loin d'être le cas. En fait, on a encore les restes des cloisons, des anciens meubles, de toutes les choses qui étaient posées sur ce sol. Et ça du coup, c'est pas plat du tout. Ça fait des aspérités, ça fait des choses qu'il va falloir combler. Et même globalement, le niveau de la pièce, lui, n'est même pas plat. Il y a un très léger affaissement. Mais voilà, pour être vraiment pointilleux et parfait, on va réégaliser tout ça. L'objectif, c'est donc d'avoir à la fin un sol qui n'ait plus de défauts, qui soit lisse, qui soit nickel. On va un peu faire comme dans les pubs pour l'acné au final. Mais avant toute chose, j'ai quand même un premier problème à régler et qui n'est pas des moindres, c'est celui de l'eau. Actuellement, ceci est l'unique arrivée d'eau que j'ai scellée parce que je n'avais aucune confiance dans le robinet d'arrêt, juste là. Et du coup, j'ai mis une espèce de pâte thermique, un truc par-dessus pour vraiment sceller le tuyau en cuivre. Mais aujourd'hui, pour faire du réagrage, j'ai besoin de faire du béton, j'ai besoin de faire de tout un tas de choses qui ont besoin d'eau en fait. Et du coup, il faut que je réalimente ce tuyau d'une manière ou d'une autre. Du coup, le plan, c'est quoi? La première chose, c'est qu'il va falloir décondamer le tuyau. Donc pour ça, je vais utiliser mon petit coup de tube. C'est un petit appareil comme ça, avec une petite roue un peu cisaillante d'un côté, et de l'autre, en fait, on vient simplement resserrer au fur et à mesure l'écrou. Par exemple, un petit quart de tour, on fait le tour du tuyau, un petit quart de tour, on fait le tour du tuyau, et ça, en fait, jusqu'à arriver à percer, en fait, à cisailler à travers le cuivre, et que ça fâche. Et c'est comme ça que j'avais fait notamment quand j'ai dû enlever toute l'installation originale. Ensuite, sur ce petit tuyau qui sera donc mis à nu, je vais installer ce qu'on appelle un raccord biconique. En fait, il y a plusieurs méthodes de se brancher sur du cuivre. La plus traditionnelle, normalement, c'est de faire de la soudure, mais 1, je n'ai pas de poste à souder. 2, je pense qu'il faudrait beaucoup d'expérience et qu'au début, je vais être très nul et je vais risquer de faire n'importe quoi et je voudrais pas créer d'accident sur le chantier en termes de dégâts des eaux. Donc, le mieux que j'ai trouvé, c'est un raccord biconique. C'est une espèce de petite bague comme ça qui va venir se placer en fait autour du tuyau avec un espèce d'écrou de serrage. On le met autour comme ça, on serre très fort et après, ça permet de faire un joint sur un tuyau en cuivre sans avoir à souder. Donc si ça marche, ce sera génial. Ensuite dessus, on vient mettre un petit coude. Comme ça, si je veux avoir un robinet, c'est quand même mieux qu'il pointe à peu près vers le bas, vers l'avant. Et par-dessus, je viens enfin brancher un robinet. Donc voilà, un robinet avec une grosse vanne, comme ça ce sera bien simple de l'ouvrir et de le fermer. Et je pourrais ainsi remplir tous mes seaux, mes trucs et tout simplement avoir de l'eau courante. Ça m'évitera d'avoir acheté des bouteilles à chaque fois que je viens ici. Donc c'est génial. Maintenant que ce problème d'eau est réglé, on va pouvoir commencer les différentes étapes du ragréage. La première, c'est que je vais devoir rendre tout ça à peu près soit plat, soit creux, mais en fait, en aucun cas, il ne doit y avoir de bosse. Attends, je te montre. Donc là, on voit bien en fait, c'est que il y a le niveau du sol et là, ça fait comme des petites montagnes. Et en fait, là, si je mets du ragréage, si je commence à aller plus haut que le truc, en fait, ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut que je fasse là, c'est que je creuse bien tout et qu'en fait, quand je passe une règle, il n'y a plus de petites bosses, il n'y a plus d'aspérité comme ça. Globalement, j'en ai un peu à droite à gauche. Donc, la première étape que je vais devoir faire, c'est reprendre la tamponnette et un burin et aller creuser tout ça pour que ce soit bien propre. Je retrouve donc mon ami, la tamponnette. Yes. Bon, histoire de faire vraiment propre, parce que le balai c'est quand même vite fait limité quand on a autant de poussière, je sors mon petit aspirateur de chantier et on aspire tout ça. Alors là, j'ai simplement oublié d'allumer le micro, le gros bolos. Du coup, je vous expliquais qu'il y a une différence entre le mortier et le béton, que chacun a ses usages qui lui sont propres, à savoir que le béton, c'est plutôt pour de gros volumes comme des dalles par exemple, alors que le mortier, c'est plus pour des petits éléments comme pour boucher des trous par exemple. Donc pour faire un bon mortier, c'est très simple. Il suffit de respecter à la louche les ratios suivants. 1 part de ciment, 3 parts de sable... Ah, ça y est, là je me rends compte que je n'ai pas allumé le micro.
Ah, est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Donc, mortier, une part de ciment, 3 parts de sable, ici sable amassonné de grain 0,4. Et ensuite, on a un tiers de part d'eau. Le ciment en sac de 25 kg parce que j'ai vraiment pas trouvé plus petit. Ce truc là coûte quasiment rien. Je me suis fait livrer ici donc je n'ai pas trop eu à transporter si ce n'est dans les escaliers. Ensuite, du sable amassonné en sac de 35 kg et bien sûr de l'eau. Évidemment je vais pas mettre de l'eau en bouteille parce que ce serait un peu gâché. Comme on a vu j'ai remis le robinet mais c'est pour l'exemple, t'as capté. Tout ça on vient mélanger dans une auge. Alors une auge, un seau, je sais pas, il y a plein de mots pour dire globalement c'est tous des récipients. Il y en a des petits comme ça quand il n'y en a pas beaucoup à faire. Ensuite on peut avoir des espèces de seaux en plastique ou en caoutchouc. Et enfin des auges beaucoup plus grosses que je vais peut-être avoir pour plus tard pour faire tout le réagréage. Donc voilà, on mélange tout ça et ça nous donne du mortier. Et la différence avec le béton, c'est que le béton, en fait, il a en plus du gravier. Il existe évidemment des solutions qui sont déjà pré-mélangées. Par exemple ici, j'avais déjà eu besoin d'une fois, donc c'est un béton pour le coup, donc on voit bien qu'il y a ciment, gravier et sable. Et du coup, celui-là, il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau. Et voilà, ça vient dans des sacs qui sont plus ou moins gros. Là, c'est un reste d'un sac de 30 litres que j'avais. Et je vais pas forcément m'en servir aujourd'hui, ou alors peut-être pour faire la dalle, je sais pas, je verrai exactement ce que je fais. Et bien sûr, j'aurai besoin d'une truelle pour mélanger le tout, et d'un petit, je sais pas, un petit bucket, un seau, un truc pour pouvoir faire mes parts, parce que sinon, ça va être très compliqué de doser justement tout ce qu'il faut. C'est parti pour de l'ASMR ciment. Ah, j'ai vu aussi que Askip c'est pas mal d'humidifier le support. Bah du coup, j'ai retrouvé ma petite pompe que j'avais ici pour pouvoir faire et venir mettre un peu d'eau partout. Ah oui. Pour venir mettre un peu d'eau dans le support, histoire que voilà, vu qu'il y a un petit peu de poussière, truc comme ça va apparemment aider à l'adhésion. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais on va essayer, et puis c'est comme ça. Et puis si jamais c'est pas le cas, bah, merci de me dire en commentaire, parce que j'ai vraiment pas réussi à trouver la solution. Il y en a qui disaient que oui, d'autres qui disaient que non. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit c'est mieux, mais ça dépend du mélange. Mais c'est moi qui fais le mélange, donc comment je peux savoir? Ah, les conseils sont les bienvenus si jamais vous en avez. Mais sinon, mouillons tout ça. Hop là. Ah, c'est bien lisse là. Bon, le mortier, c'est fini pour aujourd'hui. Il est 20h pile. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais voilà, c'est comme ça. Alors pourquoi déjà ça prend plus longtemps que prévu? J'ai juste une petite auge comme ça. En fait, j'en ai commandé une plus grosse et je vais même en commander une encore plus grosse, quitte à faire toute la pièce. Parce que là, je dois me trimballer. En fait, la majorité du temps, c'est passé à juste faire le mélange dans mon auge et après, bah, une fois que je l'étale, ça va relativement vite. Ensuite, raison numéro 2 de pourquoi ça prend si longtemps, je suis une quiche, mais vraiment, bah aussi c'est la première fois que j'en fais, donc c'est un peu normal, mais c'est un peu comme j'avais fait la première fois des enduits de placo. Au tout début, ça prend super longtemps, et en fait, une fois qu'on a le coup de main, c'est quand même vachement mieux. Là, rien que sur ces quelques pièces à droite à gauche, j'ai pu voir à quel point je m'améliorais et j'accélérais. Vraiment, on prend le coup de main. C'est comme quand on fait une pâte à pizza. On a beau respecter à la lettre la recette, et ben au final, c'est juste il faut le faire encore et encore et encore jusqu'à arriver à avoir un résultat magnifico. Et ben là, c'est un peu pareil. Il faut faire encore et encore du mortier avant voilà, de l'étaler, de voir comment on lisse. Le petit truc avec la règle à la fin pour arriver à tirer le mortier et avoir un truc vraiment lisse comme je veux. Donc ça c'est vraiment cool, donc je retiens un peu la manière de faire. Je pense pas de toute façon que j'aurais beaucoup de béton à faire sur ce chantier. Là c'est vraiment, voilà, il fallait que je bouge un peu les petits trous à droite à gauche. C'est maintenant chose faite, c'est pas le truc le plus propre du monde, mais au moins ça suffit à rendre la chose relativement plate pour qu'après je puisse venir mettre ma chape de ragréage par-dessus. Mais pour ça, il faudra déjà attendre que le mortier sèche complètement, donc c'est pour ça, là je vais pouvoir rentrer chez moi et on se retrouve un autre jour pour la suite, à savoir
couler la chape. 3 days later. Bon, plus de 24 heures se sont écoulées depuis la pose du mortier dans le sol. Ce dernier a bien séché. Alors le résultat n'est certes pas parfait, il est même assez irrégulier entre le début où j'ai fait où c'est assez granuleux parce que je pense que j'avais pas mis assez de ciment ou assez d'eau. Après ça a été un peu mieux par endroits, c'est même totalement irrégulier, mais c'est pas trop grave parce que dans l'ensemble c'est des endroits qui vont être recouverts par le ragréage et donc qui ne seront pas visibles tels quels. Bon, et maintenant la suite c'est enfin l'étape du ragréage. Donc pour ça, pour éviter d'avoir à faire comme pour le mortier, de faire tous mes petits mélanges de ma petite auge, j'ai investi dans un peu plus gros. Une petite auge de 65 litres. Avec ça, normalement, j'aurais de quoi faire mon mélange et ne pas avoir à m'y reprendre 50 fois pour tout l'étage. J'ai aussi pris un petit malaxeur, donc celui-là, c'est plus pour les mortiers et les choses un peu moins épaisses. Il en existe des plus spécifiques, par exemple pour la peinture ou des choses très liquides, mais là, je pense que c'est pas mal pour les travaux que j'ai besoin de faire. Et maintenant, parlons un peu plus des différents types de ragréage. Pour ça, je vous ramène à mon tableau. Il faut savoir qu'on parle de ragréage et non de chape en fonction de la hauteur qui reste à rattraper. Dans la rénovation, en général, on peut dénoter deux types de ragréage plus couramment utilisés. On a le premier type qui est du auto-lissant et du auto-nivelant. La différence principale entre les deux, bien qu'on ait l'impression qu'ils redisent un peu la même chose, ça va être de l'épaisseur qu'il y a à rattraper. Du auto-lissant, ça va être vraiment de 3 à 10 mm. Et 1 mm, c'est vraiment tout petit. Pour vous donner une idée, 3 à 10 mm, ça c'est 3, ça c'est 10. Donc c'est vraiment tout fin comme aspérité à vraiment rattraper sur son sol. Auto-nivelant, c'est un peu le même principe, mais là au lieu d'être à 3 à 10 mm, on est de 10 à 30 mm. Voilà. Ça c'est 10 mm et ça c'est 30. Donc on voit qu'en fait ça permet de rattraper beaucoup plus d'épaisseur. Et dans le principe, un ragréage qui soit auto-nivelant ou auto-lissant, c'est le même, c'est que c'est fluide, mais c'est pas non plus comme de l'eau où ça s'étale absolument partout. Ça a une viscosité assez spécifique qui fait que quand on va le déverser, ça va en gros, comme une flaque d'eau, s'épandre, mais de manière, on va dire, juste ce qu'il faut pour arriver à avoir un résultat qui, par la gravité des choses, fait que c'est parfaitement plat et lisse, plutôt que d'avoir des trucs un peu penchés comme ça à droite à gauche. Ici, il y a plus que 30 mm ou 3 cm. On parle plutôt d'avoir une chape dans ce cas-là, donc venir vraiment couler un nouveau sol concrètement, que ce soit une chape fibrée qui est beaucoup plus légère qu'une chape béton et qui permet, voilà, comme ça, de bien remettre son étage d'aplomb, qui est plutôt pratique. Pour mesurer la différence entre le point le plus haut et le plus bas, j'utilise un mètre laser. Ça va simplement en fait venir mettre comme ça un niveau laser, donc là je tiens à main nue mais vous pouvez voir derrière moi que normalement c'est censé se stabiliser grâce à un gyroscope. Je viens poser comme ça mon mètre laser, je l'active et ensuite ça projette comme ça dans toute la pièce un trait laser qui lui est parfaitement de niveau. Et ensuite, j'ai juste à prendre une petite réglette, je la pose à différents endroits dans ma pièce et je fais un petit trait. Ça, après, je me balade dans toute la pièce avec ma réglette pour faire un petit trait au niveau du trait rouge. Et à la fin, j'obtiens une échelle entre le point le plus haut et le plus bas. En pratique, ça donne ça. Je me suis bien baladé et maintenant, si je regarde, je sais pas si on va bien voir, j'ai donc tous mes traits du plus haut au plus bas. Je mesure 2 cm entre le point le plus haut et le plus bas. Et du coup, une fois que j'ai décidé quel était le type de ragréage qui était adapté à mon chantier, donc ici de l'auto-nivelant, il me reste plus qu'à l'appliquer. Ça se fait en plusieurs étapes. La toute première, c'est de préparer le support de pose. Moi, la première étape que j'avais déjà fait, c'était, comme vous avez vu, de faire le mortier pour boucher les trous les plus gros, parce que si c'est un trou de plus de 3 cm par rapport au point le plus haut et le point le plus bas, du mortier, ça marche très bien, ça remplit, et comme ça, après, on aura une surface à peu près égale sur laquelle bosser. Ensuite, il faut évidemment le nettoyer, le déboussiérer, le dégraisser selon ce qu'il y a besoin. Ici, moi, j'avais surtout énormément de poussière, donc balai, aspirateur, tout ce qui est bon pour pouvoir vraiment nettoyer un peu tout ça. Et une fois que c'est bien dépoussiéré, l'étape suivante, ça va être de mettre un primaire d'accroche. Et comme le nom l'indique, c'est pour que le ragréage adhère bien à la surface. Donc ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Primaire d'accroche, là j'en ai pris avec un séchage rapide parce que sinon ça peut être entre 2 et 4 heures je crois de temps de séchage. J'ai pas que ça à faire, donc là j'en ai un à 30 minutes de séchage. Il est même coloré, comme ça je vois où je suis déjà passé et ça m'évite d'avoir à faire plusieurs fois. Ça fait un peu comme une espèce de colle liquide, bon on va voir après exactement à quoi ça ressemble. Et l'idée c'est de venir l'étaler avec un rouleau. Donc je vais prendre ma perche, mon rouleau et venir étaler ça partout dans la pièce et normalement une fois que tout est bien badigeonné de partout, ça fait un support qui devient un peu plus poreux, un peu plus accrochant plutôt que là par exemple c'est du carrelage donc assez lisse sur lequel le béton risque de pas trop adhérer et même de glisser. Donc voilà, primaire d'accrochage super important.
À savoir qu'une fois que c'est sec, il faut lire exactement les propriétés de votre primaire d'accroche. Celui-là donc sèche en 30 minutes et une fois qu'il est sec, il y a à peu près 72 heures pendant lesquelles il faut appliquer votre produit. C'est valable pour des colles à carrelage, pour du ragréage, pour un peu tout ce qu'on va mettre par-dessus. Et si on attend plus que la durée indiquée sur le produit, faudra simplement en remettre une couche parce que sinon le truc n'est plus aussi adhérent qu'au moment où on a mis le produit. Mais il y a un dernier truc moi qui me chiffonne, c'est une fois que j'aurai mis mon produit partout, comment je fais pour me déplacer dans la pièce si la pièce entière est recouverte de ragréage? Eh ben, figurez-vous que je me suis un peu posé sur la question et j'en suis convenu à une solution. Il existe certes des outils parfaitement adaptés pour ça, mais parce que j'y ai pas pensé plus tôt, je vais me fabriquer mes propres semelles à clous. Énorme. Et voilà. Mes super chaussures sont terminées. T'es un peu le style. Alors du coup, on a bien les picots qui permettent de marcher sans en mettre partout. Alors le scotch a un peu dégueu autour. Pour une V2, je me note de retravailler un peu ça. Surtout que du coup, j'ai 1,5 cm, 1 cm avant de vraiment patauger dans le truc. Donc là où le produit est le plus profond, il faudra que j'évite de trop marcher, sinon je vais quand même mettre les semelles dans le ragréage. Mais sinon, écoutez, pour un premier truc, ça va. Alors ce que je propose, si jamais tu trouves un petit jeu de mots un peu sympa pour nommer cette monstruosité, je te laisse le mettre dans les commentaires, j'irai lire tout ça après avoir publié la vidéo et ça me fera très plaisir. Bon, j'ai plus qu'à nettoyer après mon bazar et puis c'est parti pour l'application du primaire d'accroche et une fois que ce sera sec, hop, on part sur le ragréage. 7,5 litres d'eau. Première réaction à chaud, c'est dur. Vous voyez ça plus simple en vrai. Bon, déjà, je pense que je vais pas avoir assez de sac pour toute la pièce. En fait, il y avait marqué un sac, c'est pour 6 mètres carrés pour 3 mm d'épaisseur. Pas 3 cm, 3 mm. Voilà. Sinon, ça prend plus de temps aussi. Ça fait des grumeaux. Ok, soit. Mon auge est certes très grande, mais pas assez haute, ou en tout cas ça en fout partout. Ça c'est un deuxième truc. Bon, à la limite, s'il y a que ça, c'est pas trop grave. Mais après, quand ça s'étale, c'est satisfaisant, en vrai. Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Si je veux être de niveau sans laser, comment je sais quelle quantité j'en mets? Je sais pas trop. En fait, j'avais commencé à vite fait calculer là où il y avait le plus gros drop en termes de profondeur. C'est dans ce coin-là, c'est pour ça que j'ai commencé ici. Et après, je pense qu'il faut faire un peu la bonne franquette en espérant que ça va bien s'égaliser. Mais là, avec 2 sacs, en gros dans le coin là, ça c'est 2 sacs entiers. Et là, j'ai rattrapé même pas 1 cm, alors que c'est l'endroit, il en faudrait rattraper quasiment 2. Je pense que je vais déjà utiliser tout ce que j'ai. Mais là, ce soir, en fait, j'ai pas le temps du tout. Il est déjà 17h30, j'avais pas du tout anticipé le temps que ça prendrait. Pour moi, 5 minutes par sac, et puis pouf, j'inondais la pièce et c'était terminé. Non, ça prend du temps, surtout quand on est tout seul. Donc, je n'aurai pas le temps de finir ce soir. Donc bon, on va dire, je laisse ça comme ça pour l'instant. On reviendra plus tard, dans quelques jours malheureusement, je peux pas revenir avant, j'ai d'autres contraintes. Donc j'espère que c'est pas une connerie, sinon tant pis, ce sera fait quand même. Dans tous les cas, selon les revêtements que je mettrai au rez-de-chaussée, ce sera pas parfaitement plat et puis c'est comme ça. Au moins j'aurais essayé, mais ouais, petite désillusion quand même, je dois avouer. Après je comprends l'utilité, franchement.
Le rendu est parfaitement lisse et plat et c'est grave agréable. Mais voilà, j'attends un peu pour pouvoir conclure parce que là c'est difficile à dire. Donc ouais, on remet ça plus tard et puis j'espère devenir meilleur au fur et à mesure et apprendre de mes erreurs. Et la suite pour vous c'est tout de suite. Bon, verdict après un petit temps de séchage. Le rendu est plutôt pas mal, c'est relativement lisse, c'est assez cool. Bon, par contre, évidemment, il n'y a pas du tout l'épaisseur escomptée. J'ai repris le niveau laser pour voir un peu ce que ça donnait et j'ai dû rattraper un demi-centimètre à tout casser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais quand même utiliser tous les sacs que je peux et je vais les utiliser là en fait où il y avait le plus gros drop en profondeur. Donc, ça ferait plus cache-misère que vraiment une solution idéale. Mais maintenant que j'ai tout ça, autant les consommer. Mais c'est surtout que bon, tant qu'à faire, autant essayer de faire les choses à peu près bien. Au moins, j'aurais appris comment faire un ragréage et comment on ne fait pas un ragréage. L'erreur que j'ai fait cette fois-ci, et je m'en suis rendu compte, c'est donc bien d'avoir regardé la spécification de combien de mètres carrés ça pouvait couvrir, mais je n'avais pas regardé pour combien d'épaisseur de produit. Moi, évidemment, bêta comme je suis, j'ai tout de suite imaginé que c'était le produit couvre entre 1 à 3 cm d'épaisseur pour rattraper. Je vais prendre la moyenne des deux, ça fera 6 mètres carrés pour 2 cm d'épaisseur. En tout cas, c'est ce que je pensais. La réalité, c'est que c'est 6 mètres carrés pour 3 mm. Mais pourquoi? Pourquoi une échelle comme ça? Je ne comprends pas. Et du coup, ce qui fait que là, j'ai de quoi couvrir non pas 45 mètres carrés, mais plutôt quelque chose comme genre 5 à 10 mètres carrés à tout casser selon la profondeur. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais continuer à mettre du racréage là où c'était le plus profond dans ma pièce. Et ensuite, je passerai à autre chose parce qu'au final, le drop, donc entre le plus haut et le plus bas, je disais que j'avais que 2 cm de différence entre tout l'étage. Finalement, et après réflexion, c'est pas grand chose non plus. C'est pas quelque chose vraiment qui se ressent quand on marche. On a l'impression, voilà, de changer d'étage ou de changer de niveau au fur et à mesure. Pas du tout, c'est même tout l'inverse. Au ressenti, c'est relativement plat et à moins d'être extrêmement pointilleux, ça se ressent pas du tout quand on marche dessus. Donc voilà, j'ai décidé d'accepter l'irrégularité de la pièce et simplement de consommer tout ce que j'avais sur place et ensuite on passera à autre chose. C'est comme ça aussi, quand on ne sait pas, on apprend, on fait des erreurs et je ne suis pas exempté de cette règle. Donc voilà, je vais terminer tout ce que je peux et ensuite je verrai quelle est la prochaine étape. Bon, nouveau petit débrief à chaud. Alors, c'est un rendu qui est ultra satisfaisant. On dirait que j'ai juste nappé de chocolat toute la pièce. Et bon, appétissant, je sais pas trop parce que ça reste quand même du bâtiment. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Au final, une fois qu'on prend le coup de main, c'est plus aussi difficile de préparer le mélange, de le renverser, de l'étaler un peu. Je pense qu'au résultat, je me suis pas trop mal débrouillé, même si au final, forcément je me suis merdé quelque part. Le niveau ne va pas être parfaitement plat. Et c'est normal, je débute, je sais pas faire, mais je pense qu'il faut que je reste assez réaliste avec moi-même. En tout cas, le fait que ça fasse un résultat parfaitement lisse et propre par rapport à avant où du coup il y avait les restes de parquet, on voyait la démarcation des murs, tout ça, au moins là c'est super homogène et très appréciable à regarder. Même si évidemment tout ça sera recouvert par des cloisons et des revêtements de sol. En tout cas, après des mois à voir un chantier en pagaille et dans la poussière, ça fait plaisir de voir un truc un minimum propre. Maintenant, au niveau du séchage, il faut attendre au moins 4 heures pour qu'on puisse marcher dessus. Et encore plus, je crois que c'est 24 heures pour pouvoir le recouvrir par quelque chose. Moi, ce sera pas le cas parce que j'en suis encore loin d'en être à cette étape. Mais voilà, c'est à garder en tête. Ensuite, niveau équipement. Donc j'ai pu tester mes super chaussures qui du coup sont très pratiques. L'effet escompté est parfaitement présent, à savoir que quand j'ai pu marcher sur la dalle encore fraîche, eh bien, ça ne fait aucune marque. Et moi, je n'en ai pas plein les godasses, après quand je marche à côté, je glisse, je mets des traces de pas partout. Bref, c'est ultra pratique. Et là, je pense même quand je vais devoir sortir de la pièce, parce qu'évidemment, j'ai recouvert devant la porte avant même de réaliser que je devrais sortir de la pièce avant que ce soit sec. Donc, même pour ça, je vais pas trop tarder, comme ça, ce sera encore un peu frais et ça va vraiment laisser un minimum de marque. Sinon, s'il y a des endroits où ça a déjà commencé un peu à sécher, ça fera des petits picots, mais c'est pas trop grave. Encore une fois, ce sera recouvert plus tard. Mais en tout cas, je suis très
satisfait de ces chaussures. Même si, je vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué de marcher avec. Ensuite, un truc que j'avais pas bien anticipé mais que je me suis vite rendu compte, c'est protection du visage et du corps en général, mais surtout du visage. Parce qu'à savoir que dans ce mélange-là du coup de ragréage, il y a du ciment. Si on regarde le petit sachet, là, les pictogrammes, un point d'exclamation et un truc genre corrosif, bah c'est pas bon du tout pour la santé. No shit Sherlock, vous allez me dire. Mais moi, évidemment, j'ai fait mon premier sac et fouf, la poussière m'arrive en plein dans la tronche. Et bien sûr, je respire ça, c'est extrêmement mauvais, je ne le recommande pas. Donc, j'ai vite mis un masque après ça. Et pareil aussi, en faisant le mélange du coup avec le malaxeur, et bah c'est comme quand on fait une pâte à crêpes mais qu'on n'est pas très doué, ça en fout partout. Donc je m'en suis mis un peu dans les yeux au tout début. C'est pas agréable et vraiment pas recommandé. Donc évidemment, j'ai bien rincé tout ça. Je vous épargne les détails. Mais il faut absolument protéger ses yeux quand on mélange ce truc. Maintenant que c'est dit, après, à l'étalage, en fait, c'est assez satisfaisant. Franchement, je savais pas si ça allait être très dur ou pas. Au final, c'est relativement simple. Après, je pense pour faire un bon travail propre et qualitatif, ce sera peut-être dans une prochaine fois pour moi, mais ce sera clairement pas pour aujourd'hui. Mais avec ma petite ruelle, on étale ça, c'est assez satisfaisant, ça marche bien. C'est en tout cas un peu mieux que lorsque je vous ai présenté mes premiers retours après les 2 premiers sacs la dernière fois. Ceci dit, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ça sèche, mais déjà, je suis très content d'en être arrivé là et d'avoir ce résultat. Non, franchement, attendez, je vous montre. Et je vous laisse décider en commentaire de la qualité de cette installation en notant de catastrophique à pur génie dans les commentaires. Et nous y voilà, c'est à présent bien sec. Alors, évidemment, dans cette aventure, il y a eu des hauts et des bas. D'ailleurs, en parlant de hauts et bas, je vais aller mesurer, voir si ça a bien rattrapé le niveau ou pas. Alors... Du coup, verdict. Bon, j'ai repassé pour que ce soit plus clair. C'était le gap entre le point le plus haut et le point le plus bas avant rénovation. Donc, c'était de 2 cm, presque 2 cm et demi. Et maintenant, le gap après rénovation. Alors, il y en a toujours un, mais cette fois-ci, il n'est que de 1 cm, 1 cm et demi à peu près entre le point le plus haut et le point le plus bas. Donc, pari à moitié réussi. Là, vraiment, cet écart entre le point le plus haut et le plus bas, moi, je le trouve beaucoup plus acceptable qu'avant. Alors oui, c'est un peu du pinaillement, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est mieux. Et moi, ce que je cherchais, c'est juste d'améliorer les choses. Au final, c'est un peu ça la rénovation, non? Après, bon, je vais pas le cacher, mon résultat n'est pas parfait du tout. Même quand on marche dessus, on sent que, voilà, ça monte et ça descend de 1 cm, un demi-centimètre. Mais c'est vraiment, je pense, du pinaillement à ce stade-là, parce que, bah, comme on l'a vu, c'est relativement plat. Au niveau du visuel, c'est pas le sol le plus joli. On est loin d'un béton ciré ou d'un truc où vraiment on voudrait le laisser à nu. Là, c'est vraiment fait pour être recouvert et ça se voit. Bon, et du coup, je suis un peu retourné à la case départ, non? J'ai toujours une pièce vide avec un sol plat et vide. Et bah, quelle est la prochaine étape? Eh bien, la prochaine étape, mes amis, ce sont les fenêtres. Parce qu'il est temps de remplacer ces vieux carreaux de simple vitrage par des vraies belles fenêtres en double vitrage qui sera bien mieux pour l'hiver froid et rude que nous avons dans le nord de la France. Et puis ce sera aussi bien plus joli à regarder. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sera pour le prochain épisode. En attendant, bah, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine. Abominable.